La France va élire le prochain président de la République dans les mois suivants. Cela montre la supposée prééminence du président et la non-parlementarisation du régime. Pourtant, bien qu'ayant un président ayant une influence disproportionnée par rapport à ses pouvoirs et à sa position, la France est un régime parlementaire banal. Nous allons voir comment sont les régimes parlementaires dans leur pluralité. Nous verrons d'abord les régimes parlementaires selon l'organisation des pouvoirs pour ensuite voir leur interaction. Plusieurs auteurs ont mis en exergue certaines caractéristiques du parlementarisme. Est-ce que le parlementarisme met en jeu la responsabilité et la dissolution, ou bien la responsabilité et l'élection sont-elles deux faces d'une même pièce? Concernant la responsabilité, le gouvernement ou le pouvoir exécutif sont-ils responsables? Si le pouvoir exécutif est responsable devant le pouvoir législatif, alors c'est un régime parlementaire, et donc le 5e République est un régime parlementaire, mais un peu spécial, du fait de la fonction présidentielle qui, en France, tient un rôle éminent par rapport aux autres régimes parlementaires. Malgré l'unicité de leurs attributs, les régimes parlementaires restent uniques de par leurs caractéristiques très diverses. Il y a différents types de parlementarisme, comme le monisme en Allemagne et au Royaume-Uni, ou le dualisme en France. En droit constitutionnel, le monisme désigne un régime parlementaire où le gouvernement n'est responsable que devant le Parlement. Le chef d'État, monarque ou président, n'a qu'un rôle mineur, symbolique ou honorifique dans le fonctionnement des institutions. En revanche, dans le dualisme, le gouvernement est responsable à la fois devant le Parlement et devant le chef de l'État. On pourrait dire que la France est un régime semi-présidentiel du fait de l'élection de son président par le peuple. Les présidents autrichiens ou portugais sont aussi élus par le peuple, ce qui ne provoque pas un accroissement du pouvoir présidentiel, car ils sont marginaux par rapport au Premier ministre. Les différents modèles de parlementarisme viennent de l'agencement des pouvoirs, du type de régime, république ou royauté, et du type de responsabilité, moniste ou dualiste. Le gouvernement est plutôt moniste, même si théoriquement, dans les constitutions, comme en Europe de l'Est, l'État est dualiste, mais en réalité, c'est plutôt moniste. Cependant, en Europe de l'Est, les États redeviennent dualistes, comme en Pologne ou en Roumanie. Il y a d'autres caractéristiques selon que les États soient fédéraux ou centralisés, monocaméraux ou bicaméraux, distinction qui se fait par rapport à la deuxième chambre. Il y a une deuxième chambre qui se fait soit de manière historique, comme au Royaume-Uni, soit pour représenter la fédération, comme en Allemagne. Il y a aussi des États monocaméristes, c'est le cas des petits États aux populations peu nombreuses, comme au Danemark. Il y a 3 entités dans le parlementarisme. Premièrement, le chef de l'État, qui fait plus ou moins de la figuration, comme le monarque ou le président de la République. Le gouvernement qui est plutôt responsable envers la Chambre, une seule chambre ou 2 chambres, comme en Italie où se trouve un dualisme parfait. Et enfin les assemblées, où la question est de savoir si les chambres ont la même importance ou pas. Beaucoup de personnes pensent que, premièrement, il ne doit y avoir qu'une seule chambre, car la population ne doit pas être remise en question. Ensuite, que la seconde chambre est moins légitime que la première, du fait de son mode d'élection, sinon elle ne sert à rien. Pour les partisans de la suppression de la seconde chambre, celle-ci augmente le temps pris pour fabriquer les lois, ce qui augmente le coût. Au contraire, pour les partisans du maintien des 2 chambres, la seconde chambre permet de nuancer la première, qui est sous pression de l'opinion publique, et elle permet de fabriquer de bonnes lois. Il y a une question à se poser, c'est quelle est la responsabilité du gouvernement envers le pouvoir législatif? Cette responsabilité peut être mise en jeu de 2 façons, soit non formelle sur simplement une loi, c'est-à-dire par exemple sous la 4e République avec le vote calibré, soit formellement avec une procédure de mise en cause de la responsabilité. Il y a différents degrés pour que la mise en accusation soit plus ou moins fortement contrainte et donc plus ou moins facile. La mise en place de règles vient de l'échec des premières démocraties, ce qui a été jugé comme la cause de la Seconde Guerre mondiale. Les contraintes sont faibles, de niveau 0, comme en France, où la motion de censure n'est votée qu'après 24 heures après sa présentation. Après, cela se renforce, jusqu'à la plus forte contrainte de niveau 3, en Allemagne, où le vote de motion de censure se fait après une présentation de gouvernement alternatif. En France, l'article 49.3, après la dissolution de l'Assemblée nationale de 1962, est devenu un outil disciplinant le parti majoritaire. Mais est-ce que la dissolution est la réponse logique à la responsabilité du gouvernement? La réponse des doctrinaires est oui, mais cela n'apparaît pas ainsi dans la réalité.
Car dans la réalité, il y a d'autres considérations, comme le fait que la dissolution n'existe tout simplement pas, comme en Norvège. Pas de dissolution en Norvège, et en France, il existe un gouvernement minoritaire qui n'exige pas l'acceptation de la nomination du Premier ministre. Il faut que le pouvoir législatif prouve que l'accord de volonté entre le gouvernement et le Parlement est rompu pour le faire tomber, ce qui est plus ou moins difficile. En France, avec la Ve République, le Premier ministre n'a pas besoin d'être élu par le pouvoir législatif. Il est nommé par le président avec les pouvoirs déjà utilisables selon la Constitution, donc l'élection est facultative. Et pour le pouvoir législatif, ce qui n'est pas écrit est exclu, alors qu'auparavant, ce qui n'était pas écrit était admis. C'est ce que Armel Ledivellec appelle le parlementarisme négatif de la Ve République. Le pouvoir législatif est un pouvoir électif quand il n'est pas un gouvernement minoritaire. Dans ce cas, il a une fonction importante d'élire le chef du gouvernement, comme en Angleterre. C'est une fonction importante ainsi que celle de sanctionner le gouvernement. L'exercice des différents pouvoirs législatifs que sont l'élection, la sanction, sont soit sous la direction du pouvoir législatif, comme en Allemagne, ou bien sous le pouvoir du gouvernement, comme en France, où cela vient de la volonté de rationaliser les pouvoirs des chambres. Dans des pays comme en Allemagne, du fait de l'histoire, les chambres sont strictement protégées pour pas revenir à leurs heures les plus sombres. Parmi les différents pouvoirs des chambres, l'inscription à l'ordre du jour peut être librement décidée ou pas. En France, avec la réforme de 2008, c'est une co-construction. La rationalisation a été extrême en France, où le ligotage du pouvoir législatif et sa soumission au gouvernement participent de sa subordination. Un exemple est l'encadrement strict du nombre de commissions passé de 6 à l'origine à 8 maintenant. Dans les autres régimes parlementaires, il n'est pas aussi strictement encadré, ou il peut l'être, mais de manière politique. Plus que les constitutions matérielles ou coutumières, ce sont plutôt les partis politiques et les manières d'accéder au pouvoir qui sont importants. La fragmentation politique rend possible l'accession au pouvoir. Le travail des parlementaires commence dans les commissions, il se poursuit en séance plénière et il est très important pour préparer le travail en séance plénière. Il s'agit de pouvoir bien faire les lois, donc la plupart des amendements sont présentés à ce stade. Les différents pouvoirs législatifs ont plus ou moins la maîtrise de leur agenda. Ainsi, en Allemagne, le Bundestag a l'entière maîtrise de son agenda. Le Parlement est autonome dans son travail, qu'il peut organiser lui-même, ainsi que les conditions de son vote et de ses discussions. Les parlementaires ont un temps parlementaire, une session de 9 mois ou 2 sessions, de 80 jours pour la première session et de 90 jours pour la deuxième. Avant la réforme parlementaire, il y avait 2 sessions, mais la loi constitutionnelle de 1995 a institué une session parlementaire ordinaire unique. Généralement, la session est sous la direction du Parlement pour ne pas être sous contrôle d'un autre pouvoir. Les présidents des chambres ont une importance secondaire dans les régimes parlementaires. Leur rôle est de réguler les débats pour préserver l'impartialité des débats. De même, pour cette raison, le speaker de la Chambre des communes est élu par la Chambre. Mais il peut être élu par le parti majoritaire, comme le président de l'Assemblée nationale française. Le multipartisme permet l'accession au pouvoir de partis par une alliance politique avec des coalitions. Mais il peut être plus ou moins bloqué par l'acceptation ou non des petits partis qui peut être prévu par la Constitution. Dans la Constitution, il peut y avoir un plancher avec un nombre de voix limite pour se présenter qui est généralement de 5%. Avec les partis politiques, il y a différentes configurations possibles. Le multipartisme pur n'a pas de grands partis, c'est un ensemble de petits partis. Le multipartisme pondéré comprend des grands et petits partis. Ou plutôt, il peut être vu comme 2 grands partis qui bipolarisent la vie politique et réalisent un bipartisme. Bipolaire et bipartisme, ce n'est pas vraiment la même chose. Le bipartisme comprend 2 partis et le bipolarisme comprend 2 pôles de force faits de coalitions. Il peut exister à ce moment-là un parti pivot qui ne peut pas être contourné. Il entre ainsi tout le temps au gouvernement, ou sinon tous les autres partis doivent se coaliser pour l'en exclure. Il peut devenir un parti dominant, c'est-à-dire le parti qui est au pouvoir pendant un long moment et qui peut se transformer en dictature. Et tout ceci peut entrer en contradiction avec la volonté de réglementer la vie politique, comme la judiciarisation. Ainsi, dans son ouvrage sur le parlementarisme rationalisé de la Ve République, John D. Hubert montre qu'en France, les partis politiques utilisent les outils constitutionnels comme moyen pour s'arranger politiquement.
Les partis politiques entrent en jeu dans la formation des gouvernements, ils sont même plus importants que les constitutions. Normalement, les constitutions ne donnent pas une place très importante aux partis politiques, sauf en Grèce qui les leur accorde. Il faut au minimum une intégration entre les partis pour faire un gouvernement, donner une place à un parti ou à une tendance dans un parti, comme le démontre Jean-Claude Goyard. Cela vaut pour les formules majoritaires ou les formules de coalition qui exigent des compromis avec des tendances ou des partis ou les gouvernements minoritaires. Ce sont des gouvernements qui n'ont pas la confiance initialement, mais une présomption de confiance et les partis doivent prouver leur défiance envers le gouvernement. Le retrait du gouvernement vient de la responsabilité de la représentation du parlementarisme. La responsabilité est mise en jeu dans le parlementarisme, mais parfois le gouvernement peut dissoudre le Parlement. Dans certains pays, les gouvernements ne peuvent pas mettre en représailles la dissolution du Parlement. Dans d'autres pays, seule une seule chambre peut être dissoute. La dissolution, en pratique, est la mise entre les mains de la population du choix de qui doit les diriger, entre le gouvernement et le pouvoir législatif. Le pouvoir politique doit à certains moments le faire pour pouvoir débloquer une situation politique bloquée. En Italie, la dissolution est faite pour les deux chambres, qui ont les mêmes pouvoirs et le même mode de scrutin. Mais généralement, seulement une chambre peut être dissoute, comme nous l'avons vu. Cela vient de l'histoire, la dissolution est normée dans les pouvoirs ou bien elle est conditionnée par les constitutions comme en Allemagne. Dans certains pays, elle n'existe pas. Ainsi, la Norvège n'a pas de pouvoir de dissolution, de par son histoire, elle n'a que la responsabilité du gouvernement. La dissolution, même si elle est sous condition, c'est-à-dire strictement normée pour l'encadrer, peut être utilisée par les acteurs politiques selon leur convenance. Ainsi, les chanceliers allemands ont détourné la dissolution du Bundestag allemand par 2 fois, ce qui montre que même s'ils ont été fortement encadrés, les pouvoirs de dissolution des assemblées sont laissés à la discrétion des pouvoirs politiques. Il y a aussi une autodissolution qui peut être prononcée par la chambre basse quand elle a un conflit soit en son sein, soit avec le gouvernement, mais c'est plutôt rare. Le principal problème est de voir comment un conflit politique peut être perçu comme suffisamment important pour pouvoir devoir avoir la nécessité de s'en remettre au peuple. Mais il est peut-être difficile de demander au Parlement de se dissoudre en un conflit politique. Il y a contre cela la nécessité de diriger l'action du gouvernement qui nécessite une certaine stabilité ministérielle. C'est d'ailleurs à cause de l'instabilité gouvernementale de la 4e République que la France a changé de constitution en 1958. Le degré de stabilité ministérielle est en rapport avec le niveau de rationalisation et avec la forme du gouvernement qui peut être dualiste ou pas. La stabilité dépend des structures politiques, c'est-à-dire que les pays avec des coalitions, la coalition conditionne la stabilité. Une coalition qui est déterminée avant une élection est plus stable qu'une coalition qui est déterminée après. Les partis qui sont élus avant de faire partie de la coalition sont libres d'en faire partie, ou d'en partir quand ils le veulent, car leur programme n'est pas basé sur la coalition. Jean-Claude Goyard et Maurice Duverger ont analysé la stabilité des régimes parlementaires. Il apparaît que différents systèmes sont rationalisés. Mais il n'est pas nécessaire que les systèmes soient rationalisés pour être stabilisés comme dans les pays scandinaves. La pratique du pouvoir peut permettre aussi à un régime d'évoluer et de devenir stable, comme au Portugal où la pratique du pouvoir a évolué. Mais ce qui se passe maintenant est plutôt une montée autoritaire des pratiques avec paradoxalement une demande de plus en plus de démocratie. Il y a une dégradation de la démocratie avec une moindre participation de la population et une désaffection envers les hommes politiques. La démocratie parlementaire, bien qu'apparaissant comme un bloc uni par le fait qu'il y a un chef du gouvernement, est extrêmement diversifiée de par son modèle de pouvoir et avec les partis politiques et le fait qu'il peut y avoir ou pas de pouvoir de dissolution. La principale chose est la même pour les divers pays, c'est que les différents accords de volonté peuvent se rompre entre le gouvernement et le législateur. L'élection du président de la France n'est pas déterminante pour savoir qui est au pouvoir, puisque ce n'est pas le président qui est le chef de l'exécutif, mais c'est le gouvernement qui est responsable devant le pouvoir législatif. Il faut attendre l'élection législative qui décide du parti au pouvoir. En somme, la France est une démocratie parlementaire comme les autres. Si tu veux en connaître plus, abonne-toi et mets la cloche. Si tu aimes, mets un pouce bleu. Et si tu as des questions sur la vidéo ou sur l'histoire ou la politique, tu peux le mettre en commentaire.